Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Vous le savez, il y a de plus en plus de ponts business entre l'Europe et l'Afrique. C'est un thème qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. Vous êtes à la tête de Chapter 54. C'est un accélérateur qui voit le jour ces jours-ci. En quelques mots, c'est quoi la philosophie de Chapter 54 ? Chapter 54, c'est un programme pour les techs matures européennes qui veulent aller en Afrique. Et donc nous, chaque année, on va sélectionner 10 de ces entreprises de la technologie européenne pour les aider à tordre leur modèle opérationnel de manière à être cohérente avec ce dont le marché africain peut avoir besoin. L'Afrique, ça devient un marché à part entière, comme l'étaient les États-Unis, par exemple, ou l'Asie à une époque. Maintenant, sur le radar des grosses entreprises technologiques européennes, il faut aller sur le continent africain ? Complètement. Aujourd'hui, on estime que si on prend les 200 plus grosses techs européennes, il y en a environ 15% qui sont d'ores et déjà présentes sur le continent africain, soit via des filiales en dur, soit via des accords de distribution. Parmi elles, on peut citer des noms connus comme Glovo, comme Bolt ou comme Babylon Health, qui est l'équivalent britannique de Doctolib. On voit cet engouement pour le marché africain d'une autre façon. C'est des grandes entreprises de la tech, alors pas forcément européennes, ça peut être américain, les entreprises américaines ou autres, chinoises aussi, qui investissent de plus en plus sur le continent africain. Oui, effectivement, il y a un intérêt pour les entreprises européennes à investir sur le continent africain. Et cet intérêt est d'autant plus important que d'autres géants de la tech, aux États-Unis et en Chine, ont d'ores et déjà des positions sur le continent. Un Stripe, par exemple, vient de racheter un acteur important du paiement au Nigeria, à savoir Paystack. Amazon a déjà une empreinte assez forte sur le continent au travers de son investissement dans Souk.com, qui est le géant du e-commerce égyptien. Une Afrique qui est sur la carte de la tech mondiale maintenant, avec des licornes également présentes sur le continent. Oui, de plus en plus. Alors les licornes, on rappelle, les entreprises qui valent plus d'1 milliard de dollars. Oui, c'est-à-dire que quand la scène tech a commencé à émerger en Afrique, on ne pensait pas que des licornes si rapidement apparaîtraient sur le continent. Et ce, en fait, dans un nombre relativement diversifié de géographies. On en a en Égypte, on en a au Nigeria. Aujourd'hui, elles sont principalement dans le secteur fintech, mais on commence déjà à avoir d'autres histoires comparables dans d'autres secteurs comme l'EdTech ou comme la digitalisation des petits marchands. Oui, souvent la fintech, c'est la couche basse qui permet au système de se développer, donc c'est logique que ce soit les premières entreprises qui émergent. Quand on parle de la tech africaine, on a tendance parfois, alors à tort ou à raison, vous êtes plus spécialiste que moi, d'opposer l'univers anglophone de l'univers francophone. Est-ce que vous voyez une différence entre ces deux Afriques ? Aujourd'hui, on la voit non pas parce que du point de vue des spécificités intrinsèques de chacun des marchés. Ce qui va commander en fait peut-être la différence dans la taille des histoires qu'on va raconter, c'est le sujet démographique. Les grosses démographies sont en Afrique anglophone. C'est le Nigeria, c'est l'Afrique de l'Est, c'est l'Égypte. Donc c'est pour ça que les belles histoires, celles d'un Flutterwave, celles d'un M-Pesa, ont d'abord commencé sur ces territoires-là. Mais d'ores et déjà, on voit en Afrique francophone des histoires assez spectaculaires, comme par exemple Wave, qui est la première licorne d'Afrique francophone, et donc qui rencontre un succès fantastique dans des pays comme le Sénégal et aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Quand on parle d'Afrique et vu du continent européen, pour des non-spécialistes, on a tendance à tout mettre dans le même panier. Pourtant, c'est un continent extrêmement étendu, extrêmement disparate. Comment est-ce qu'on peut aborder l'Afrique, justement, vue d'Europe ? Alors, c'est tout l'enjeu. C'est 54 pays, des cultures très différentes, des situations légales, économiques extrêmement disparates, mais il y a quand même un certain nombre de points communs. Un invariant, par exemple, qui va être très structurant pour toutes les sociétés, pour toutes les solutions technologiques qui vont être mises en œuvre. Donc cet invariant, c'est le suivant.
Aujourd'hui, le retail en Afrique, il est entre 60 et 90% informel. Ça ne veut pas dire illégal, c'est-à-dire informel. C'est-à-dire que les gens ne vont pas au supermarché faire leurs courses, mais ils vont dans des épiceries, des échoppes. Et ces mêmes épiceries sont souvent des acteurs clés de la digitalisation d'un certain nombre de solutions ou de produits. Aujourd'hui, les solutions de mobile money, elles marchent notamment parce que les personnes ont la capacité de faire cash-in, cash-out dans ces épiceries qui deviennent de véritables points de service au final. Alors on va revenir justement sur cette aventure de Chapter 54. Déjà, j'aime bien m'arrêter sur le nom. Alors un nom en anglais. J'imagine qu'il y avait une vocation internationale d'entrée. Vous avez hésité entre l'anglais ou le français ? Le programme vise toutes les éligibles et ouvert à toutes les entreprises européennes de la tech, pourvu qu'elles aient une taille critique et une vraie ambition pour le continent. Donc avoir un nom anglais nous semblait logique. Qui pouvait parler au plus grand nombre de personnes. C'est la lingua franca, en effet, du business. Et 54, Chapter 54, donc référence aux 54 pays africains. Exactement. Et Chapter. Chapter parce que notre ambition, c'est d'aider les entreprises qu'on aura sélectionnées à écrire un nouveau chapitre de leur histoire, à savoir un chapitre africain. Comment c'est né cette aventure ? Pourquoi s'être dit, tiens, il faut qu'on accompagne ces scale-up, ces entreprises de taille, de dynamique importante tech en Afrique ? Alors en fait, Chapter 54 est opéré dans le cadre de l'écosystème Partech. Et Partech est... Alors Partech qui est un fonds d'investissement, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette entreprise. Exactement. Et Partech, en son sein, a une entité, le Partech Shaker, qui est là où sont logées toutes les initiatives innovantes poussées par Partech. Et il se trouve en fait que Partech a mis en place en 2017-2018 un fonds dédié à l'Afrique et que l'un des LP, l'un des investisseurs derrière ce fonds est la KfW. La KfW, c'est l'équivalent allemand de BPI. Et parce que les équipes d'investissement de Partech Africa ont fait un excellent travail depuis 3-4 ans, eh bien KfW nous a sollicité pour mettre en place cet accélérateur. Alors, on s'est dit que Partech est très légitime sur les écosystèmes tech en Europe. On est très légitime désormais sur les écosystèmes tech en Afrique. Et donc, on a répondu positivement à cette sollicitation. Et qu'est-ce que vous proposez donc aux entreprises que vous allez accompagner ? Qu'est-ce que vous allez mettre à disposition ? Donc, le but de ce programme, c'est de mettre les entreprises qu'on aura sélectionnées en situation d'initier des opérations en Afrique, que ce soit via la mise en place de filiales, via l'acquisition d'acteurs locaux, parce que maintenant l'écosystème est mûr, ou via l'identification de partenaires en vue d'une stratégie de distribution indirecte. Et dans ce cadre-là, on va leur proposer de tordre leur modèle opérationnel. Parce que pourquoi tordre ? Aujourd'hui, on peut être une start-up avec une grosse traction en Europe, avoir des opérations dans 2-3 pays avec succès. Si on veut aller en Afrique, il va falloir quand même adapter ces modèles opérationnels. Comment on vend, comment on paye, comment on est payé, comment on recrute, comment on embarque, comment on documente. Et c'est là la valeur ajoutée de Chapter 54. Exactement. Vous acculturez finalement au continent. Exactement. C'est-à-dire que nous, on a embarqué tout un tas de mentors, de speakers, qui ont fait des choses en Afrique, soit dans des techs africaines, soit dans des techs nord-américaines, européennes, moyen-orientales, déjà présentes sur le continent. Et ces mentors, ils sont disponibles pour partager leur expérience pour aider donc les techs qu'on aura sélectionnés à entrer sur le continent. Vous allez accompagner donc 10 scale-up européennes par an pour mettre un pied en Afrique. Quels vont être les critères de sélection ? Il y en a 3. Donc, être enregistré en Europe. Le deuxième, avoir une activité significative et récurrente. Et le troisième critère, c'est avoir des opérations dans au moins 2 pays. Pourquoi ? Parce qu'on a dans l'idée qu'il faut que les modèles opérationnels aient été un petit peu étirés dans 2-3 pays avant de s'attaquer à l'Afrique. Dit autrement, il ne faudrait pas qu'une entreprise teste son internationalisation avec ce continent déjà assez complexe que peut être le continent africain.
Et ça veut dire des entreprises d'une certaine taille, il y a déjà un niveau minimum ou ça peut être ouvert même assez tôt dans sa phase de développement? Donc nous, ça s'adresse vraiment au scale-up, donc à des sociétés relativement matures. On s'est posé la question de mettre un cap en termes de revenus. Ouais, des licornes par exemple ou pas? Des licornes, mais on ira recruter des sociétés aussi dans des niveaux de capitalisation moins importants. Le critère finalement pour nous aussi, ça va être de sentir que l'entreprise est committée et engagée sur cette volonté d'aller sur le continent. Ça lui coûtera quelque chose aussi? Il faudra qu'elle investisse finalement dans cette démarche? Alors, le programme a un coût, mais la bonne nouvelle, c'est que ce coût est pris en charge à plus de 80% par la KfW, donc cet équivalent allemand de BPI. Et alors vous, Chapter 54, ça veut dire quoi en termes de ressources? Comment vous organisez, comment vous structurez finalement ce qui est aussi une aventure entrepreneuriale? Donc nous, on marche sur plusieurs piliers. Un premier pilier, donc, c'est les équipes permanentes de Chapter 54 qui sont réparties entre Paris et Berlin. On va ainsi essayer d'être au plus proche des équipes qu'on est censé accompagner. D'ailleurs, le programme n'est pas qu'un programme virtuel, c'est aussi à chaque fois des lieux physiques dans lesquels donc, les entrepreneurs ou les personnes qui les conseillent peuvent travailler à nos côtés à l'élaboration de leur stratégie. Le deuxième pilier, donc, ce sont ces mentors et ces speakers qui, à l'occasion de sessions ouvertes ou de sessions de coaching, vont challenger ces roadmaps qui vont être mis en place par les scale-up européennes. Ce sont nos partenaires en Afrique. On a mis en place un réseau de partenaires qui sont en fait des petits stations F locaux en Égypte, au Nigeria. Ça veut donc dire que d'ores et déjà, à Lagos, à Casablanca, au Caire, il y a des structures qui attendent les sociétés qu'on est censé accompagner. Vous avez déjà des premiers tours, j'imagine des contacts avec certains candidats. Quels sont-ils? Alors, on a officialisé le programme hier. On l'a testé en amont avec un certain nombre d'entreprises en Allemagne et en France. Donc on est très confiant quant à notre capacité à générer de l'intérêt. De manière plus factuelle, donc, les candidatures seront ouvertes début février et seront fermées début mars. Ah, et ça va aller vite. Hein. Exactement. Donc c'est pour ça que, voilà, qu'on travaille à cette évangélisation autour du programme. Mais on sait pouvoir compter sur tous les partenaires qui gravitent autour du programme pour que ça soit un succès. D'une façon générale, vous observez que maintenant l'Afrique fait partie de la stratégie internationale des entreprises, alors tech en l'occurrence, comme l'ont été à une époque les États-Unis ou l'Asie? Oui. En tout cas, elles ont forcément à se poser la question de pourquoi j'y vais ou pourquoi j'y vais pas. Hein, c'est une question auquel ils doivent répondre parce qu'ils sont challengés par leurs investisseurs. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait autour de 15% des plus grosses tech européennes qui étaient présentes en Afrique, ça veut donc dire que vertical par vertical, secteur par secteur, si ce n'est pas toi, scale-up, qui est en Afrique, ça veut donc dire que ton concurrent est déjà en train d'y être. Donc les entreprises, à ce niveau d'intérêt qu'on sent déjà, sont obligées d'avoir un discours pour justifier leur intérêt ou leur absence d'intérêt pour le continent. Comment est-ce que vous allez travailler localement avec les entreprises africaines, les startups africaines? Nous, notre point de vue, c'est que l'arrivée du meilleur de la tech européenne en Afrique va contribuer à l'émulation des écosystèmes locaux. Et d'ailleurs, en fait, c'est d'ores et déjà le cas. Aujourd'hui, quand on voit qui crée des startups au Nigeria ou en Égypte, ce sont des anciens d'Amazon, mais des filiales locales d'Amazon, hein, des filiales locales d'Uber. Donc, tout ça va dans le sens d'un enrichissement des écosystèmes locaux. Et vous sentez cet appétit de création aussi sur le continent africain? Il y a une nouvelle génération finalement qui, à l'instar des plus jeunes en Europe ou ailleurs, se décide maintenant de devenir entrepreneur? C'est impressionnant. Il y a 5-6 ans, quand on a commencé à s'intéresser à ces sujets de la digitalisation de l'Afrique, les entrepreneurs étaient des gens qui avaient 35, 40, 45 ans. Maintenant, on voit des personnes qui ont 28, 30 ans et qui ont déjà des idées fantastiques. Non seulement des idées, mais en plus qui savent les déployer. Ils sont complètement désinhibés et c'est extrêmement impressionnant à voir. Et avec ce saut technologique auquel on fait souvent référence, l'idée de se dire qu'il n'y a pas forcément un historique complexe
à faire évoluer, mais qu'on peut partir d'une feuille blanche parfois. Oui, c'est ce qu'on a appelé le leapfrog, c'est comment... le saut de grenouille, en bon français. Comment, comment dans beaucoup de pays, on a sauté la téléphonie filaire, qui était compliquée à mettre en œuvre dans un certain nombre de territoires pour des raisons d'infrastructure, pour basculer directement vers la téléphonie mobile, et surtout de la téléphonie mobile vers le mobile money pour pallier les problèmes d'inclusion financière. Ce qui fait que parfois, le continent africain est en avance technologiquement ou en usage, en termes d'usage sur des comportements européens, par exemple. Et donc, l'idée, j'imagine, pour vous, c'est de se dire que la boucle sera bouclée quand les innovations fonctionneront dans les deux sens. Ça, c'est l'histoire d'après, c'est le Chapter 54 d'après. C'est quand nous aiderons des techs africaines matures à aller sur le continent européen. Mais cette histoire-là, elle est déjà en train d'être écrite. Aujourd'hui, on voit des techs égyptiennes racheter des sociétés en Amérique latine, en Europe. Donc, ce qu'on est en train de décrire comme une hypothèse en avance de phase, c'est d'ores et déjà, pour les techs qui ont le plus réussi en Afrique, une histoire qu'on observe. Alors, imaginons que je sois à la tête d'une scale-up européenne et que je me pose la question de l'Afrique. Quelles sont les bonnes questions à se poser si vous deviez m'aider à me faire une religion? La première chose, c'est qu'est-ce que j'apporte vraiment, en fait? Quel est le cœur de ce qu'aujourd'hui j'apporte en Europe? Et quels sont les actifs qui gravitent autour de ça? Et lesquels de ces actifs je vais pouvoir utiliser ou non dans le cadre de mon déploiement? Donc ça va être la première interrogation. La deuxième interrogation, ça va être aussi celle de la profondeur de mon engagement. L'Afrique, ce n'est pas un continent où on fait des coups rapidement, en 3 mois. Donc, il va falloir aussi se sonder sur sa capacité à, sur la durée, pouvoir continuer à miser sur le continent africain. Est-ce qu'il y a des services ou des produits qui sont plus évidents que d'autres il y a un calendrier, peut-être, ou une temporalité. Est-ce que vous avez, vous, déjà des idées là-dessus? Alors, on parlait des fintechs. Ma grande surprise, quand j'ai regardé un petit peu quelles étaient les techs européennes aujourd'hui présentes sur le continent africain, on voit beaucoup de green tech, on voit beaucoup de tech liés au streaming, à la mobilité, à la livraison. Voilà, Delivery Hero, Bolt, Hitch, toutes ces sociétés sont déjà présentes en Afrique. La grande surprise, c'était de voir que les fintechs, les N26, les Revolut, étaient plutôt en retrait par rapport à ce qui se passait en Afrique, alors même que l'Afrique, aujourd'hui, est le territoire de la fintech. Donc, c'est celle-ci que j'attends sur le continent pour le lancement de Chapter 54. Bon, écoutez, vous viendrez nous raconter, ou on suivra en effet qui sont les premiers élus. On va s'intéresser maintenant à vous, votre parcours, Vincent, qui est aussi emblématique. Alors, même si on l'a rappelé, c'est une aventure entrepreneuriale qui a lieu dans un contexte, dans le cadre d'un fonds de capital risque qui est Partech. J'imagine que vous vivez aussi un peu comme un entrepreneur. Mais disons qu'il a fallu créer beaucoup de choses. Il a fallu créer ce réseau de mentors et de speakers, il a fallu établir les dizaines de partenariats avec les écosystèmes locaux, avec tout un tas de partenaires qui nous font confiance et qui vont apporter aux sociétés qu'on aura sélectionnées tout un tas de services en termes d'études de marché, de recrutement, à des prix très largement discountés. Donc il a fallu construire tout ça, il a fallu se staffer, il a fallu créer cette stratégie de marque. Donc ça a été, pour ces derniers mois, une belle aventure à titre personnel. Et en ce sens, j'ai pu m'appuyer largement sur toutes les équipes de Partech. Et voilà, le produit fini est là. Il ne reste plus qu'à le déployer. Mais vous le vivez quand même comme une entreprise au sein de l'entreprise, quelque part. Vous vous dites, tiens, on va avoir des comptes à rendre à PNL, il faut qu'on ait des clients, il faut que ça fonctionne. En fait, on est sous double contrainte. La première contrainte, c'est le marché. Alors, on a des touches très intéressantes, mais voilà, on veut vraiment avoir le meilleur de la tech parmi ces entreprises qui vont soumissionner. Et on a une autre contrainte, mais qu'on vit très bien,
qui est celle qu'on bénéficie d'un financement public, en l'occurrence celui de KfW, et KfW entend, et c'est bien leur droit, que le programme soit le plus réussi possible. Donc voilà, on est sous ce double jeu de contraintes. Et c'est un accompagnement qui durera une année, puis après vous les laisserez voler de leurs propres ailes, ou est-ce que ça sera pérenne? Alors, la première des choses, c'est qu'en général, les accélérateurs ont une mission très bornée dans le temps. Ça dure un certain nombre de semaines. Nous, en fait, à partir du moment où on cible des boîtes très très matures, dont le développement d'Afrique sera un des axes de développement, mais pas le seul, on a pris le parti de s'adapter à leur charge de travail, à leur bande passante. Donc, si l'accélération dure 2 mois, c'est très bien. Si elle dure 6 mois, c'est très bien. L'idée, c'est que ça ne dépasse pas les 8 mois, parce qu'ensuite, on a d'autres cohortes et d'autres entreprises à accompagner. Mais l'idée, bien sûr, c'est qu'au terme de ce processus d'accélération, elles rejoignent notre communauté d'alumni, qui plus généralement fait partie de la communauté de Chapter 54, qui comprend nos mentors, nos speakers. Il faut aimer l'Afrique pour porter cette aventure, il faut la connaître. Est-ce que vous pouvez nous partager aussi votre expérience en la matière? Alors moi, je suis un petit garçon qui a eu la chance, lorsqu'il avait une dizaine d'années, de recevoir un atlas par un membre de sa famille à Noël. Et en fait, j'ai une grande chance, c'est que j'ai plongé dans cet atlas et finalement, depuis bientôt 30 ans, par la vie professionnelle, la vie académique, j'en suis jamais ressorti. Alors, plus concrètement, moi, ces dernières années, je travaillais déjà en fait sur les sujets africains, mais non pas chez Partech, mais chez Edenred. Alors, Edenred, on les connaît en France pour être les tickets restaurants les notamment. tickets restaurants. Mais en fait, plus largement, en fait, c'est une société qui est dans les paiements et qui intervient en Afrique dans différents domaines. Par exemple, on a opéré des programmes de subvention aux intrants agricoles qui ont embarqué des centaines de milliers d'agriculteurs au Burundi, au Niger. Donc voilà, c'est le type de programme sur lequel j'étais impliqué. Ça veut dire que vous y avez déjà passé quelques temps, vous connaissez le continent, vous avez fait de nombreux voyages, vous avez des miles à votre actif? Comment dire? Moins qu'il ne le faudrait, plus que ma femme ne le voudrait. À savoir donc... voilà, les années passées chez Edenred, désormais chez Partech, m'ont offert la possibilité de rencontrer des gens fantastiques sur tous les continents, pas seulement des entrepreneurs. Et c'est notamment ça qu'on essaye d'utiliser, de leverager dans le cadre du programme Chapter 54. Mais là, ça veut dire que vous allez passer aussi une grande partie de votre temps sur le continent pour accompagner les scale-up? Alors, ça sera dans la dernière phase de l'accélération. Dans un premier temps, on va être au plus près des équipes stratégie, growth, expansion de ces scale-up européennes et qui, elles, sont à Stockholm, à Berlin, à Madrid. Et c'est auprès d'elles qu'il faudra être dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, il est effectivement prévu pour les scale-up qui le voudront de faire des validation expeditions. Et c'est avec plaisir qu'on les accompagnera. L'émission s'appelle Business Models, en référence aussi aux figures qui sont inspirantes pour les entrepreneurs. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous avez des figures d'entrepreneurs qui ont marqué votre parcours? Je voudrais citer un entrepreneur africain. Je voudrais citer Ashraf Sabri. Alors, il n'est pas connu. Alors, expliquez-nous en un mot. Ashraf, il a créé la plus grosse tech égyptienne. Une tech qui charrie des millions de dollars de volume, qui marche grâce à un réseau de presque 120 000 épiceries dans lequel on peut faire tout un tas d'opérations financières, payer sa facture d'électricité. Il a créé ça il y a 10 ans et maintenant c'est une des plus grosses capitalisations de la bourse de Caire. Et je suis assez admiratif de la vision qu'il a eue à l'époque. Vous avez eu la chance de le rencontrer déjà? Oui. Je l'ai rencontré. Et alors en quoi est-ce qu'il vous a marqué? Simple. C'est quelqu'un à qui on ne la fait pas. Quand on lui propose un partenariat, une idée, il faut lui présenter en 3 minutes. Et si elle est bonne, en théorie, ça déroule. Bon. C'est le côté pragmatique et très business. Quels sont vos rêves, vous, à la tête de ce Chapter 54, Vincent? Comment est-ce que vous vous projetez dans les mois, voire les années qui arrivent? Ce que j'aimerais bien, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est qu'une des personnes qu'on aura accéléré, quelqu'un de la direction de la stratégie, de je ne sais quelle scale-up européenne, finisse par vivre à Nairobi, à Dakar, et voilà, dans quelques années, il nous écrit, merci aux équipes de Chapter 54, non seulement vous avez aidé ma boîte à aller sur ce territoire, pour lequel on n'avait peut-être pas d'appétit,
Et deuxièmement, moi, à titre personnel, vous avez changé ma vie parce que vous avez mis un peu d'Afrique dans ma vie. C'est ça la magie finalement de la création d'entreprise, hein, c'est que ça permet de changer le monde concrètement au jour le jour. Bon, on essaye et le monde, c'est déjà une grosse ambition. Nous, on va essayer de changer un petit peu la vision qu'on peut avoir de l'Afrique et un petit peu aussi donc, le destin de certaines scale-up européennes. Bon vent à Chapter 54. Merci Vincent de nous avoir présenté cette belle aventure. Vous viendrez nous raconter la suite de celle-ci. Merci à vous tous de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.